Bonjour à tous et à tous. Merci de votre présence pour cette 4e rencontre de l'IAER entre les étudiants et les professionnels. Je suis Gilbert Gauthier, je suis le directeur de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et je vais immédiatement céder la parole à Patrice Le Guédron, qui est le directeur des formations à l'INSA et qui représente le directeur Mamed Dressi qui, un impératif de dernière minute, a dû s'absenter ce matin. Voilà, donc je te donne la parole, Patrice. Si ça, par contre, je vais rendre un peu plus parce que... Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, permettez-moi de vous accueillir à l'INSA de Rennes, donc l'une des 17 écoles d'ingénieurs, enfin, c'est l'école de la conférence bretonne que le directeur de l'INSA a le plaisir de présider. Alors, il est pris par une sollicitation là, à Paris, donc je vous prie de bien vouloir l'en excuser, de ne pas pouvoir être présent. Mais c'est vraiment un impératif duquel il n'a pas pu se soumettre, se démettre plutôt. Je vais y arriver. J'ai un petit souci, je vais prendre le micro comme ça va être plus simple. Pour comprendre et relever les grands défis du XXIe siècle, le monde a besoin croissant de cadres avec des compétences à 3 dimensions. Généralistes de haut niveau scientifique et technique, experts dans le lancement et le pilotage de projets complexes, habitués à la gestion des hommes et des femmes à forte culture internationale. En effet, les entreprises et les institutions ont besoin d'acteurs capables de s'attaquer à des problématiques complexes et intégrant de plus en plus les grandes questions environnementales et sociétales dans une stratégie de développement équilibré. Quel est l'enjeu ? Permettre l'accès à l'énergie, à l'eau, à l'alimentation, à la santé, à l'information et à la formation pour les 9 milliards d'hommes et de femmes qui peupleront notre planète d'ici 2050 et dont les 2/3 vivront dans les villes. Un tel enjeu mobilise depuis quelques années les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures sociales et toutes les formes d'intelligence pour réussir la transformation urbaine. Les Smart Cities, villes dites intelligentes, travaillent plusieurs dimensions, dont l'économie, la mobilité, l'habitat, le mode de vie et enfin la gestion. Ce contexte nous a conduit depuis cette année à développer de nouvelles formes de partenariats au sein de l'IAER. L'objectif est de croiser les formations, de diversifier les expériences dans un environnement de travail multiculturel. Il implique de renforcer résolument l'ensemble des dimensions que je viens de partager avec vous. Le thème d'aujourd'hui relève ce défi. Je vous souhaite donc une très bonne journée, riche d'échanges et de créativité. Voilà, je fais court pour permettre à cette journée de démarrer dans de bonnes conditions. Merci. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Catherine Guy, qui est présidente de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes. À toi, Catherine. Merci. Donc, merci à vous de nous accueillir, d'accueillir l'IAER dans l'établissement. Nous sommes déjà venus, puisqu'il s'agit de la 4e rencontre de ce type. Et je voudrais juste rappeler pour les étudiants qui, par définition, sont toujours de nouveaux étudiants, je voudrais donc rappeler ce que sont l'esprit de ces rencontres. En fait, vous êtes tous en 5e année, pour ceux d'entre vous qui sont étudiants, et en 5e année, on est dans une démarche pédagogique qui est vraiment une démarche de professionnalisation. Vous avez donc de nombreux ateliers, de nombreux stages. Plusieurs parmi vous, j'ai reconnu des visages, ont participé à un workshop très créatif et qui sera sûrement très utile aux décideurs du territoire et des universités la semaine passée. Donc, vous êtes habitués à travailler très très près
voire avec les professionnels qui sont déjà dans l'action. Donc ces rencontres que l'IAER organise sont vraiment des rencontres qui doivent vous permettre d'avoir une journée au contact. Alors au contact des questions posées par les professionnels, et nous organisons des ateliers en ce sens. Vous avez ce matin et cet après-midi des ateliers en petit nombre qui vous permettront d'établir ce contact. Vous êtes au contact des professionnels également au moment du repas, puisque le repas c'est quand même un moment convivial où on peut quelque part dessiner d'autres relations, imaginer des stages, des emplois, des missions, tout simplement, pas forcément déboucher sur quelque chose d'institutionnel, mais voir se dessiner des missions. Donc c'est cette journée de rencontre dans une 5e année, quel que soit votre cursus, que vous soyez INSA, IEP, Archi ou étudiant des universités, c'est vraiment un moment très à part, qui est souvent organisé, et c'est en cela que nous sommes originaux, qui est souvent organisé par formation, et là, au niveau de l'IAER, vous l'avez dit, c'est vraiment entre vous et ce que vous apportez les uns et les autres qu'on peut l'organiser. Donc c'est important pour moi de dire à ce moment-là combien je remercie, l'IAER remercie, alors mon voisin immédiat à ma gauche d'abord, et puis tous ceux qui parmi vous ont été des étudiants qui se sont mobilisés depuis septembre pour organiser cette journée, parce qu'évidemment c'est un travail de longue haleine en amont pour pouvoir organiser cette journée, donc des rencontres très nombreuses, des rencontres où on ne compte pas son temps, pas du tout, et de cette manière on apprend à travailler, puisque évidemment dans l'emploi on ne compte pas son temps non plus. Donc je pense que ce point de vue-là c'est vraiment tout à fait créatif et positif. C'est aussi le moment pour moi de remercier ceux qui vous ont accompagnés dans cette démarche depuis fin septembre, début octobre. Donc Flavie Ferchaud qui a organisé, suivi, proposé le contenu très riche de cette journée sur lequel je ne vais pas revenir moi parce que évidemment mon voisin va s'en charger, donc je ne veux pas prendre ce temps-là. Donc Flavie Ferchaud, et puis la mention aménagement urbanisme de l'Université de Rennes 2, sa directrice, ses collègues, les collègues qui en sont membres, je vois Jean-François Serguet, Agnès Lemoine dans la salle et sans doute d'autres, qui se sont vraiment mobilisés pour vous encadrer, parce qu'évidemment un travail comme ça se fait pas tout seul. Voilà. Cette journée, c'est une journée donc qui est une journée de rencontre, et elle a besoin d'un éclairage. Nous cherchons à donner un éclairage savant à ces journées, parce qu'on ne fait pas qu'agir sur les territoires, on réfléchit sur les territoires. Donc l'idée est d'avoir un grand témoin. Donc je remercie beaucoup Monsieur Marzlov de nous accompagner, d'avoir pris le temps d'une journée complète. Et le temps, il connaît, c'est ça, c'est son métier. Donc l'IAER, dans les conférences qui ont été organisées en commun avec l'Audiard et le Centre européen Jean Monnet, a traité des questions temporelles dans une des conférences du mois d'octobre, et un collègue de M. Marzlov était déjà venu nous éclairer, mais bon, là, c'est la journée complète, et de ce point de vue-là, ce sera certainement très riche. Voilà. Il y a un dernier élément pour lequel je remercie beaucoup les organisateurs de la journée, ceux que j'ai cités, et puis Gilbert Gauthier, c'est que travailler, c'est aussi créer. Et sur le plan artistique, peu d'entre vous, sans doute, connaissent complètement, ont eu le plaisir et le temps d'assister à une création architecturale et musicale, donc celle qui vous sera proposée entre 15h45 et 16h30. Cédric Brandilly et Romain Dubois, qui vous proposeront donc une création que je vous recommande vraiment. Pour l'avoir déjà observé une fois et avoir assisté une fois à une de ces créations, et voir l'esprit dans lequel ils travaillent, je crois que ça nous éclaire tous sur la manière dont on peut regarder les territoires urbains. Donc merci à eux par avance, mais surtout merci d'avoir pu organiser ça, Gilbert, vraiment. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée de travail, et puis je laisse la parole à mon voisin qui lui travaille depuis très longtemps sur la journée d'aujourd'hui. Voilà, donc merci Catherine. Effectivement, vous allez découvrir Romain Danin,
qui est étudiant en Sciences Po Rennes et qui a été choisi par ses camarades, qui est chargé de l'organisation, pour à la fois co-animer avec moi cette journée, donc il va autant parler que moi, voire même je lui ai demandé de parler plus que moi. C'est pas toujours facile, d'accord, j'en vois qui sourit, et qui va jouer un rôle donc important dans cette journée. Mais avant qu'il ne joue ce rôle de co-animateur, je lui ai demandé de prendre la parole au même titre que Monsieur Le Guédron et Madame Guy pour présenter la manière effectivement dont tout ça s'est organisé dans l'équipe de préparation. Donc vous avez la parole. Merci. Donc bonjour à tous. C'est la première fois que je fais ce genre d'exercice, donc je suis un peu stressé. J'ai jamais fait de discours devant autant de personnes. Et donc, pour l'écrire, je me suis un peu remémoré tous les discours auxquels j'avais assisté dans les nombreux et fascinants séminaires auxquels j'ai pu assister grâce à Sciences Po Rennes, et donc je remercie M. Aguilera à l'occasion. J'ai essayé un peu de me rappeler comment ça s'enchaîne habituellement, et donc d'habitude on commence par remercier le public d'être ici, même si je sais que la moitié d'entre vous sont obligés d'être présents, mais je vous remercie quand même. Ensuite, on remercie l'organisme organisateur de la journée. Donc, je vous remercie Gilbert Gauthier, et je remercie l'IAUR, ainsi que Catherine Guy. On remercie la structure qui accueille. Je remercie l'IAUR. L'INSA, excusez-moi. Ensuite, généralement, pour détendre l'atmosphère, on fait un petit trait d'humour à ce moment-là, mais je suis pas très connu pour être un guéluron. Donc j'ai tapé sur Google blague ingénieur et je suis tombé sur quelle est la différence entre des ingénieurs en génie mécanique et des ingénieurs en génie civil. Alors les ingénieurs en génie mécanique fabriquent des armes et les ingénieurs en génie civil fabriquent des cibles. Donc j'ai pas compris cette blague, donc je veux bien que quelqu'un me l'explique après l'introduction. Je l'ai trouvé sur insolite-et-déjanté.com. Donc plus tard, quand vous serez en train de vous fasciner sur le numérique, dire que c'est génial, Internet et tout, rappelez-vous de l'existence de ce site. Après, il y a généralement un petit moment introspectif où la personne se dit de toute façon, j'ai le micro, les gens sont obligés de m'écouter, donc je vais parler de moi. Donc quand j'ai écrit ce discours, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi j'ai accepté de faire ça. Je vais parler devant 235 personnes, je suis pas très à l'aise à l'oral, là je suis en train de trembler, je vais bientôt avoir des sueurs froides. Je me suis dit je peux pas faire ça, enfin faut que je disparaisse, que je quitte le master, que je change d'identité, que je parte aux Caraïbes. Et je me suis dit bah non, je peux pas, je suis évalué sur l'organisation et l'animation de ce colloque, et comme l'université a complètement brisé mon identité, le désir irréductible d'être noté sur 20 a pris le dessus. Et surtout, je me suis rappelé que c'est quand même une énorme chance qu'on nous a donnée, nous étudiants et futurs professionnels, de pouvoir participer à un tel événement, de vraiment participer à toutes les étapes d'organisation d'un tel colloque de A à Z. On a vraiment réfléchi à la substance intellectuelle de cette journée. On a réfléchi aux thèmes qu'on allait aborder, aux questions qu'on allait poser sur ces thèmes, aux formes des ateliers. On en a organisé 4. Et je remercie donc Flavie Ferchaud, qui a été l'encadrante scientifique de cet événement, et Jean-Pascal Josselin, qui ont été très bienveillants avec nous. On a vraiment senti leur confiance tout au long du processus, même si on est complètement novice et qu'on ne savait pas trop où on allait. Et je pense qu'on s'est senti investi de la mission qu'on nous a donnée. Moi, je me disais, si aujourd'hui il n'y a personne, je vais m'en vouloir, parce que ça veut dire qu'on a complètement tout raté. On devait inviter les intervenants, on devait penser à la communication, vraiment tout organiser, et c'est vraiment quelque chose de très très formateur. Et donc voilà, j'en profite pour dire que pour un peu citer tous les masters qui ont travaillé sur cet événement. Donc d'abord le master audit, aménagement, urbanisme, diagnostic et intervention sociale sur les territoires, le master diater, dynamique, aménagement des espaces et territorialité, le master ACT, aménagement et collectivité territoriale, le master MOUI, maîtrise d'ouvrage urbaine et immobilière, le master air pur, aménagement des espaces ruraux et périurbanisation, j'espère que j'en ai pas oublié, et enfin le master EAPT, le mien, expertise de l'action publique territoriale, que je félicite d'être ici parce qu'hier on avait notre dernier partiel, donc on n'a pas pu fêter ça hier soir. Et donc je finirai mon intervention en invitant le grand témoin de la journée, Monsieur Bruno Marsloff, que j'invite à s'asseoir et que je vais présenter avant son intervention. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est un baptême de l'air.
c'est un baptême de l'air plutôt réussi, hein, donc je pense qu'il va désormais moins trembler, et donc c'est quand même rassurant pour moi qu'il tremble nettement moins, parce qu'effectivement il était un peu tétanisé depuis ce matin. J'arrivais même pas trop à lui parler. Je voyais qu'il fuyait mon regard. Voilà, donc bravo Romain, et donc je vous laisse la parole pour la suite des échanges. Donc Bruno Marzlov, vous êtes sociologue et prospectiviste. Vous êtes cofondateur du cabinet Chronos, qui est un cabinet d'études et de prospectives, laboratoire des mobilités innovantes, mais qui traite aussi de sujets sur la ville, le numérique et le quotidien. Un cabinet qui réunit différents acteurs des transports, de la recherche, des médias et des acteurs urbains. Et j'ai retenu dans ce que j'ai lu sur vous que vous aviez écrit un essai qui s'appelle Sans bureau fixe, qui étudie les effets qu'ont les nouvelles technologies sur la vie professionnelle et le fait qu'on devient tous un peu nomades aujourd'hui. Et je trouvais que c'était très en lien avec la journée d'aujourd'hui. Je vais vous donner la parole et je pense que vous pourrez mieux présenter vos recherches que nous. Et je vous remercie d'être ici. Merci beaucoup Romain. Merci à Gilbert Gauthier également de cette invitation. Je suis absolument ravi parce que j'ai quand même si elle est très épisodique, j'ai une longue complicité avec Rennes qui m'a invité de plusieurs reprises, à la fois sur la thématique du temps, sur la thématique du numérique, sur la thématique du travail, et là sur la thématique de la Smart City. Je suis d'autant plus ravi que manifestement il y a quand même chez les étudiants un très fort intérêt sur cette thématique qui est très très ouverte, et Gilbert Gauthier, avec lequel on a beaucoup discuté, m'a dit les perplexités, les interrogations, les incertitudes, les difficultés, et je voulais vous dire que je les partageais, et je vais essayer de les partager là avec vous aujourd'hui. Alors Norbert Friand, en rentrant dans la salle, me disait « Ne tape pas trop fort sur la Smart City ». Alors il va falloir que je me débarrasse de cette odeur un peu sulfureuse que je peux avoir sur la Smart City. Mon propos n'est pas de taper sur la Smart City. Il est même d'ailleurs de même pas remettre en cause cette dénomination un peu bizarroïde de la ville intelligente. Finalement, est-ce que ça vaut le coup de perdre son temps sur une question sémantique alors que c'est ce qui est derrière qui appelle véritablement notre attention, notre critique. On a eu ces dernières années, voire ces dernières décennies, toute une série d'appellations qui ont fleuri autour de la ville. Bien évidemment, la ville durable, la ville inclusive, la ville résiliente. On a entendu aussi beaucoup la ville créative, la ville innovante, et que sais-je encore. En fait, la ville, c'est aussi un petit peu tout ça, mais elle est d'abord aujourd'hui, et ça va être la parallaxe qu'on va aborder dans nos propos, et je vous encourage à m'interrompre éventuellement et à me questionner s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit. Mais donc ne nous perdons pas dans cette bataille sémantique. La Smart City, c'est pas un punching ball sur lequel il faudrait cogner au titre du fait qu'il y aurait derrière des IBM, des Google ou autres Cisco. Je pense que la question, elle est pas là, elle est beaucoup plus profonde. Finalement, c'est l'inverse qu'il faut faire et se demander de quoi la Smart City est le nom, et de prendre la mesure, en fait, des enjeux, et ils sont extrêmement considérables. Alors, si on veut rentrer dans le sujet, si on veut être constructif, il faut savoir faire la part de ce que la Smart City a déjà façonné, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, et ce qui reste encore à faire, qui est évidemment encore bien plus considérable. Il faut comprendre dans ce qui est engagé et ce que nous ne voulons pas faire. Et finalement, la première question qui nous est posée, c'est quelle ville voulons-nous ? Derrière cette première question, il y en a une autre que je vous invite à considérer. On ne va pas l'approfondir, on va la survoler, mais je vous invite à y réfléchir parce qu'elle est fondamentale.
La ville, c'est forcément un jeu d'acteurs. Ce jeu d'acteurs traditionnel, tel qu'il a fonctionné, en tout cas en France, mais évidemment dans d'autres pays, avait une construction qui aujourd'hui est très puissamment remise en cause par l'irruption assez violente de ce qu'on va appeler les tech firms, hein, c'est-à-dire en fait les grands empires du numérique, mais aussi d'autres acteurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu d'acteurs? Il y a bien sûr l'acteur public dans toutes ses composantes. Sa vision du numérique urbain, elle se cherche aujourd'hui. Et la loi numérique qui a été votée en juillet dernier est une avancée à l'échelle nationale. Les réflexions qui sont conduites dans les villes sont au moins aussi importantes, puisque c'est aussi dans ce périmètre-là, et c'est même sans doute plus dans ce périmètre-là, que cette Smart City va se former, va se réfléchir et va se mettre en œuvre. Quand on pense aux citadins, il va traverser mes propos, peut-être la première question qui peut se poser, c'est est-il consommateur de cette ville ? Ou est-ce qu'il est un citoyen engagé dans cette ville? Alors la question peut paraître un peu bateau, elle surgit, on le verra aux différents coins des littératures qui sont produites autour de la Smart City, mais elle n'est pas si banale que ça, cette question, et il va falloir l'approfondir. On pense aussi, dans ce jeu d'acteurs, aux communautés. Les communautés qui ont été générées par l'irruption du numérique urbain, c'est-à-dire à la fois les réseaux sociaux, les médias sociaux, mais aussi les communautés traditionnelles qui n'en appellent pas forcément au numérique. Elles sont également partie prenante de la ville, et ce n'est pas parce qu'elles n'abordent pas la question par le biais du numérique qu'elles ne doivent pas être considérées. Et là, ça pose une autre question, comment les accompagner? Et ça soulève une question qui est encore extrêmement nébuleuse, extrêmement passionnante, extrêmement riche, et ça va sans doute faire l'objet de nombreuses investigations, celle des civic tech. Qu'est-ce que c'est que les civic tech? Ce sont à la fois des outils, mais en même temps, ce sont des instances. Et là, il y a un enjeu absolument majeur. On pense aussi aux entreprises traditionnelles qui sont en train de se chercher, qui sont en train d'essayer de rattraper cette vague des tech firmes pour voir comment ces entreprises peuvent s'immiscer dans une ville numérique. On pense aussi bien évidemment aux startups qui, elles, rentrent directement par la case numérique, pour le meilleur ou pour le pire, mais avec énormément d'innovation, d'agitation, de brouillon, mais il y a là des choses absolument passionnantes qui se passent. Et puis peut-être que le dernier acteur est le plus énigmatique, et c'est peut-être celui qu'on considère le moins, et peut-être est-ce que c'est celui qui est le plus intéressant. C'est le système des objets, c'est le système des intelligences, à la fois des objets, des caméras, des capteurs, des robots, des smartphones. Pourquoi est-ce que je considère que ce sont des acteurs? Ce sont des acteurs tout simplement parce qu'ils sont dotés d'intelligence, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on leur a foutu des algorithmes, on leur a donné des consignes, on a écrit de nombreuses lignes de code, et donc ils agissent. Et en tant que tels, on doit considérer que ce sont des acteurs, et donc il faut les mettre dans la scène et réfléchir à ce que sera sa place. Et s'agissant de tous ces acteurs, il faut considérer pour chacun d'entre eux, mais aussi dans les alliances qu'ils peuvent faire, dans les combinaisons qui peuvent se mettre en place, de quelle maîtrise d'usage doivent-ils se doter pour être les acteurs du destin de la ville. Ils sont pas tous au même niveau, ils n'ont pas tous les mêmes exigences, mais ils sont tous impliqués d'une manière ou d'une autre à des échelles multiples. Donc ça, c'est l'autre question. Au moment où le numérique a brutalement transformé la donne de la cité, nous avons à cet égard la conviction que le point dur de l'affaire, la maîtrise de la Smart City, passe indubitablement par celle de la data qui est son carburant. Nombre d'acteurs autour de nous se sont étonnés que nous
cabinet de sociologie, nous nous soyons saisis de la data. Ils ne comprenaient pas pourquoi, dès le début du siècle, on s'est emparé de cette question du numérique. Pourquoi est-ce qu'on travaillait sur ces sujets? Pourquoi, avec nos amis de la FING, on a monté en 2005 l'exploration de Ville 2.0? Pourquoi, après ça, on a lancé un programme de 4 ans autour de DataCT sur une réflexion sur la place de la donnée en ville? Pourquoi aujourd'hui encore on poursuit ça avec une autre exploration qui s'appelle Datacité? Parce qu'on a la conviction très forte, et elle s'est durablement installée, que le point crucial de l'ensemble de ce dispositif, c'est la data. Alors on va revenir, qu'est-ce que c'est que sur cette data? C'est bien évidemment aussi la trousse à outils des intelligences qui vont avec, c'est bien évidemment tout ce qui relève des intelligences artificielles qui sont en train de monter en puissance, ce sont les algorithmes, ce sont les API, etc. Et puis on n'en aurait pas fini si on ne dit pas cette question assez fondamentale qui interpelle le sociologue que je suis, c'est qu'est-ce que c'est que la représentation de la ville qui va avec cette Smart City. Donc de ce côté-là, on en est aussi encore au balbutiement. Et là encore, il faut repasser par la case data pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. La donnée, elle est présente à la fois dans toutes les composantes de la ville, les composantes techniques, administratives, civiques. Elle est dans toutes ces filières de mobilité, d'énergie, de déchets, de santé, d'habitat, d'urbanisme, même dans la culture, elle est extrêmement présente. Elle est d'ailleurs à un tel point que souvent elle en devient invisible. Et c'est cette invisibilité qu'il faut tenter de percer et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là, je m'adresse aux étudiants. J'ai eu l'occasion déjà d'intervenir à l'école du design à Nantes. J'y réinterviens encore la semaine prochaine et encore sur ce même sujet. Et j'ai rencontré hier un étudiant qui a monté avec une petite équipe un projet tout à fait passionnant autour de la Smart City que je vous invite à aller regarder. Donc cette équipe s'appelle Design Friction. Et Design Friction développe une batterie d'outils critiques pour justement décrypter ces évolutions. Donc ils ont un remarquable article en ligne qui s'appelle La Cité des données. Donc allez regarder sur votre navigateur préféré et je vous encourage à le lire. C'est assez passionnant parce qu'ils ont produit, à partir d'une déambulation narrative dans la ville et d'un atelier, où ils interrogent les enjeux d'une ville qui, en 2036, serait devenue un peu trop intelligente. Et c'est un point de vue magnifique pour tenter de comprendre un petit peu ce qui est aujourd'hui à l'œuvre dans cette Smart City. Ils questionnent les failles de la ville, notamment le déséquilibre fondamental entre ceux qui détiennent les données et les algorithmes et ceux qui subissent ce qu'ils appellent le phénomène de la boîte noire. Il ne s'agit pas là de se faire peur, encore moins de jeter le bébé de la Smart City avec l'eau du bain. Il est question simplement d'élaborer un appareil critique qui permette de cadrer les possibles, d'entrevoir des perspectives constructives, mais aussi d'en évaluer clairement les risques. C'est un exercice qui nous semble absolument nécessaire à un moment où le jeu des acteurs de la ville est bouleversé donc par l'irruption de ces empires numériques. La difficulté que nous avons d'aborder ces questions est le signe d'une faiblesse. Et il ne faut pas que ce le soit, car la ville est désormais totalement numérique, qu'on le veuille ou non, et elle le sera de plus en plus. Google, Apple, Amazon, Facebook, ceux qu'on a l'habitude de mettre sous le vocable de GAFA, mais ils ne sont pas les seuls. Les empires numériques qui nous arrivent de l'Asie et de la Chine en particulier sont au moins aussi conséquents.
Et des entreprises moins voyantes ont leur place également dans ce dispositif. On mesure leur puissance à leur place dans le hit-parade boursier mondial, puisqu'ils détiennent désormais les premières places de ce qui était détenu auparavant par des entreprises pétrolières, de communication, médias, etc., qui sont toutes aujourd'hui déclassées loin derrière. Alors l'économique n'est pas le seul indicateur, mais il n'empêche que c'est un premier indicateur de pouvoir. Que Google entreprenne de créer son bras armé dans la ville, vous ne le savez peut-être pas, vous les étudiants, vous l'avez peut-être vu, mais Google a créé il y a un an une entité qui est son bras armé dans la ville, qui s'appelle Sidewalk Labs. Et Sidewalk Labs existe depuis un an. Ils ont recruté pour le diriger l'ancien CEO de Bloomberg, qui fut le bras droit de Monsieur Bloomberg quand il était maire de New York. Et donc, il a été recruté directement par Alphabet, la maison mère de Google, pour investiguer la ville. Et là, c'est quand même un signe fort. Et d'ailleurs, leur premier travail s'est passé sur le champ des mobilités, puisqu'ils sont vus confier par l'État fédéral un appel d'offres auprès de 70 agglomérations américaines pour réfléchir les enjeux des mobilités de demain, pour penser comment résoudre les questions des congestions. Donc ne voyez pas ce propos comme un acharnement sur Google. Ces firmes, elles avancent au grand jour, avec certes un message lénifiant. Souvenons-nous du Don't be evil que Google proclame et qui conserve comme motto de son action. Il n'empêche que derrière cette devise, nous, on n'a rien vu venir. N'oublions pas qu'il s'est manifesté très tôt. Souvenez-vous de 2006. 2006, c'est l'arrivée de Google Maps. Et Google Maps, aujourd'hui, il n'y a pas d'écran de vos smartphones, il n'y a pas d'écran de vos ordinateurs qui ne supportent pas cette carte avec toute la richesse d'informations que détient Google et qui ne cesse de croître. Pensons aussi au rachat de Waze par Google en 2010 ou 2011, je ne me souviens plus, non 2012 pardon, et pour la modique somme de 1 milliard de dollars, intéressant pour une entreprise qui comptait pas 100 personnes. Et aujourd'hui, cette entreprise compte 200 millions d'abonnés dans le monde, 70 millions d'usagers réguliers qui non seulement reçoivent une information extrêmement intéressante et précise, mais nourrissent dans le même temps Waze et sa maison mère Google. Il ne s'agit pas de se battre avec les mêmes armes que ces acteurs-là. Il ne s'agit pas de choisir d'être forcément sur le même terrain qu'eux. Il s'agit de comprendre où est-ce que ces acteurs vont, comment ils y vont et pourquoi ils y vont. Les applications de Waze, elles sont d'indéniable qualité. Elles rendent a priori service. Elles sont publiques, elles sont accessibles au plus grand nombre, et cerise sur le gâteau, elles sont gratuites. En tout cas, elles le sont apparemment. Est-ce que ça en fait pour autant des services publics ? Et puis, autre question, est-ce que c'est pour autant une bonne réponse à la ville ? La question mérite d'être posée, parce que très spontanément, l'automobiliste va installer Waze. Il va pour ça, ça va lui permettre de contourner des congestions qu'il rencontrera dans la ville, d'avoir des plans B. Mais finalement, que fait Waze ? Waze, en fait, ne fait que répartir des flux. Il optimise le système de la ville, mais il ne résout pas fondamentalement la question qui obsède toutes les agglomérations, qui est celle des thromboses urbaines, qui est celle des congestions, qui est celle du trop de voitures, puisqu'en fait, il ne fait que les répartir. Donc, lorsque j'ai été invité par Google à Mountain View sur cette question des mobilités intelligentes, j'ai posé la question, est-ce que Waze est intelligent ? Et j'ai dit oui, apparemment Waze est intelligent parce qu'il manie des algorithmes, des datas, il fait du prédictif, mais Waze n'est pas intelligent parce qu'il n'apporte pas une réponse intelligente à l'urbanisme. Donc,
En fait, la politique publique et le service public sont pris à revers de leur propre définition d'universalité, de continuité et d'égalité. C'est là qu'on mesure combien on est démuni face à une rupture considérable qui permet à ces entreprises de fixer les règles en attendant que la puissance publique soit conduite à les confirmer. Benoît Thiolin, vous le connaissez peut-être, il a été président du CINOM, c'est-à-dire le Conseil national du numérique, et il a laissé en héritage, il y a exactement un an, dans un rapport qui s'appelait Ambition numérique, auquel il a contribué, il a posé une question fondamentale. L'acteur public n'est-il pas frappé d'obsolescence ? Et c'est bien évidemment à l'aune de la data et de la Smart City qu'il faut se poser ta question. Certains d'entre vous connaissent ce polémiste un peu ravageur qui est Evgeny Morozov, extrêmement brillant, et qui, dans un récent article qui est titré « The State has lost control », donc l'État a perdu les manettes du pouvoir, va plus loin et dit que l'État donc a perdu le contrôle. Et puis, la question doit être posée de quel contrôle le citoyen peut encore exercer sur ces données. Certes, nous sommes tous providers des données, passifs ou actifs, au travers des outils à qui on laisse nos données de traçabilité, etc. On peut l'être de manière active en participant à des wikis, à OpenStreetMap, etc. Mais une fois qu'on a lâché ces données, qu'est-ce qui se passe ? Ces données, elles sont transformées, elles sont appropriées, elles sont industrialisées, et elles sont commercialisées sous des formes, et tout ça nous échappe. Dès lors, il s'agit de penser ce que devrait être un service public aujourd'hui à l'aune de ce nouvel écosystème. Il convient aussi de réfléchir au statut de la donnée. Est-ce que c'est un bien qu'on peut s'approprier à la manière de ces firmes, ou est-ce que, comme c'est ce que nous pensons, il doit devenir un bien public, un bien d'intérêt général, voire une donnée en bien commun. Et cette notion de donnée en bien commun, elle n'est pas idéologique. Elle existe déjà. Elle existe déjà dans les faits, à défaut d'exister des jurés. Elle existe dans, par exemple, un dispositif qui s'appelle la base adresse nationale ouverte, qui est né il y a un peu plus d'un an, sous la houlette de OpenStreetMap, qui a activé Etalab, lequel Etalab a activé Axelle Lemaire, la ministre du numérique, et en fait qui a contraint elle-même l'IGN à se concerter avec des grands acteurs publics, La Poste et d'autres, pour fusionner, pour syndiquer les bases adresses que les uns et les autres géraient de façon diverse, avec toutes les séquelles d'un tel dispositif, c'est-à-dire que des milliers et des centaines de milliers de colis n'arrivaient pas à domicile, le SAMU n'arrivait pas à la bonne adresse et les pompiers non plus. Donc comment peut-on arriver à créer quelque chose, et c'est donc un bien commun. Donc ça existe dans notre attirail public. Et puis je rappelle pour ceux qui ont suivi l'affaire que Axelle Lemaire avait inscrit dans son projet de loi cette vision de la data comme un bien commun. Ça a été très largement débattu. Je rappelle que c'est la seule loi qui ait jamais été débattue de manière publique comme cela en ligne, et la notion de bien commun a été la plus plébiscitée. C'est évidemment celle qui a disparu dans les itérations entre la Chambre des députés et le Sénat. Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner le combat, parce que nous avons la conviction, et c'est d'ailleurs la baseline de l'exploration que nous mettons en œuvre de Datacité actuellement, avec donc des grands comptes, avec des instances publiques et avec des territoires. Donc c'est cette question de la donnée en bien commun n'est-elle pas l'issue par le haut dont il faut, sur laquelle il faut s'appuyer. J'ajouterai une autre question qui paraît essentielle, c'est est-ce que le citadin n'a-t-il pas au-dessus de lui un plafond de verre de l'illettrisme numérique ? En d'autres termes, le citadin a des doutes sur les usages de sa propre data. Il est parfaitement conscient qu'il est en train de se passer quelque chose. Les enquêtes sont là pour le souligner. Il a des questions, il a même souvent des certitudes, mais il n'est pas du tout armé pour y répondre. Comment peut-on faire pour accompagner cette littératie ? Donc
Donc nous avons une injonction au discernement. Google et consorts nous challenge une construction du monde qui est désormais obsolète. Ces acteurs remettent en cause les certitudes de la ville d'hier. C'est leur boulot. Ils sont à leur place, ils sont dans leur rôle. C'est à nous de poser les bonnes questions pour voir comment les choses devraient se passer. Acceptons-nous de leur abandonner les clés de la ville? La question n'est pas tragique, elle est simplement lucide. Elle appelle donc ce discernement. Alors, une anecdote pour illustrer la situation dans laquelle on est. Il y a un an, il y a une cité française qui a lancé un appel d'offres Smart City. Et donc, un certain nombre de grandes firmes ont répondu, des entreprises classiques. Et l'une d'entre elles nous a appelés, grosso modo, en nous disant « Nous, techniquement, on sait répondre à ce que nous demandent ces gens-là, mais c'est quoi l'histoire ? Quel est le storytelling qu'il faut qu'on leur tienne ?» Donc on les a aidés, on les a accouchés d'une vision de la data, on les a aidés à formuler ce que nous semblait être une stratégie constructive, intelligente de concertation autour de la data. Ça reprend un petit peu les propos que j'ai tenus. Bon, et puis l'histoire est partie, et puis on l'a oublié. Et puis 6 mois après, il se trouve que cette même ville, ne sachant pas le rôle qu'on avait eu, vient nous voir en nous disant attendez, là, nous, on a lancé un appel d'offres, et puis il se trouve que finalement, ça nous pose infiniment plus de questions que ça nous apporte de réponses. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à réfléchir à cette question ? Et puis quelques mois après, on va avec l'entreprise visiter la ville, et j'essaye d'intéresser mes interlocuteurs à la question. Et à un moment, ils me disent attendez, monsieur Marzloff, la question, elle n'est pas là. Nous, aujourd'hui, les data, elles remplissent des serveurs. Ces serveurs, quand il y a trop de data, on construit un IPN pour les soutenir parce que c'est trop lourd. Et puis quand finalement il y en a trop, on vide le serveur. Donc ça pose quand même une autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la data et est-ce qu'il y a une visibilité pour les villes de cet empowerment de la data ? Donc fin de l'anecdote, mais pour vous dire un petit peu dans le niveau de détresse dans lequel se trouvent aujourd'hui confrontées des villes qui avaient entrevu que le numérique serait le Graal de la rationalisation managériale de la cité et que finalement, si c'est ça, c'est sans doute pas la réponse. On peut faire une gigantesque tour de contrôle comme l'a construit IBM à Rio. Ça sert à quoi d'être comme un Cap Canaveral avec 250 écran qui vous monitore la ville? Ça ne résout pas la question de la Smart City. Donc la question, elle est ailleurs. Elle est du côté de l'intérêt général. C'est assez intéressant, la Caisse des dépôts et consignations a fait de la Smart City un axe transverse de l'ensemble de ses actions, à tel point qu'ils ont monté un forum début décembre autour de ce sujet de la Smart City. Et il se trouve que le jour de ce forum, le directeur général de la Caisse des dépôts a commis une interview dans la tribune sur 2 pages et qui était titrée La Smart City d'intérêt général. Et curieusement, exactement le même jour, paraissait dans la Gazette des communes une tribune que nous avons co-signée avec Bertil Defosse, qui est le directeur aujourd'hui de Chronos, et qui disait « Inventer l'intérêt général de la Smart City ». Dans cette espèce de coïncidence, il faut retenir quand même qu'il y a une question qui est absolument fondamentale. L'intérêt général n'est pas une notion définitive. L'intérêt général, c'est ce que nous exprimons tous collectivement. Comment peut-on aujourd'hui réfléchir cette notion? C'est une notion d'ailleurs qui, de manière assez intéressante, a été introduite dans le droit français sur une suggestion d'une commission qui a été présidée par Francis Jutan
à qui le ministère du Transport a demandé de réfléchir sur la donnée publique, l'open data dans la mobilité. Et c'est là, dans un exercice qui a rassemblé de nombreux protagonistes et dans lequel nous avons participé, qu'est né le concept de données générales il y a de ça 18 mois. Dans la foulée, la notion a été reprise par la loi Macron, la première loi Macron, et puis après ça, elle a été reprise par la loi Le Maire, et où Axel Le Maire a tenté d'élargir cette notion de données d'intérêt général. Et ça dit bien qu'il y a là des enjeux sur lesquels il faudra réfléchir. Donc, est-ce que Waze produit de la donnée d'intérêt général? Jusqu'ici, non. En tout cas, pas dans le sens auquel la règle de données juridique de données d'intérêt général est formulée, puisqu'elle n'adresse aujourd'hui cette règle que les acteurs publics, elle n'adresse pas les acteurs privés. Et ça, c'est vraiment un angle mort extrêmement conséquent de notre législation qui essaye de s'inventer dans une espèce de friche où tout reste à régler. Deuxième question. Cette posture de Waze, et quand je dis Waze, c'est bien évidemment les autres, les Airbnb, le Uber, etc. Cette posture répond-elle aux perplexités de 81% des usagers qui s'interrogent sur la dissémination de leurs données et sur la boîte noire des algorithmes? Rien n'est moins sûr. D'ailleurs, la CNIL, sur un mandat de la loi numérique, a ouvert cette semaine même un débat sur le pouvoir des algorithmes et un exercice qui va durer pendant 1 an. D'après l'IFOP, 80% des Français pensent que les algorithmes interviennent dans leur vie quotidienne et 70% que c'est un enjeu de société. Laisse-t-il aux individus leur autonomie? La question reste ouverte. Et puis, dernière question, comment est-ce que ces algorithmes s'accordent au contrôle régalien? Il n'y a aujourd'hui pas d'obligation en la matière, même si la question est aujourd'hui réfléchie par quelques instances publiques et notamment par le CINOM. Donc, il faut avancer et essayer de voir ce qui se masque derrière les discours, les propos, les stratégies. Prenons par exemple, revenons encore à Waze, dont je fais ma cible favorite, mais c'est intéressant parce que tout le monde connaît Waze. Donc, et puis la taille de sa communauté fait que ça en fait un objet tout à fait passionnant. Waze a créé Connected Citizen, donc citoyen connecté. C'est le nom, je cite, du programme d'échange libre de données. Alors, échange libre de données, qu'est-ce que ça veut dire ? Waze entend fédérer les données publiques avec les siennes propres. Donc, et donc, il a commencé à travailler avec un certain nombre de collectivités. Il a passé des contrats. Et quand on l'examine, ça a quand même tout d'un côté un peu léonin, puisque Waze arrive avec un capital absolument monstrueux. Et la ville, elle a son petit capital qu'elle va mettre à contribution, qui va enrichir de manière assez exponentielle la valeur de celle de Waze, mais qui ne va enrichir qu'à la marge la connaissance que Versailles, par exemple, qui a signé le contrat, va avoir de son trafic et de la circulation sur son territoire. Donc, il faut entendre derrière cette appropriation abusive du citoyen connecté, parce que, bon, en quoi est-il citoyen dans ce dispositif? Il est certes connecté, mais si le fait de lui demander de signaler un nid de poule en fait un citoyen, c'est quand même un petit peu court. Donc, ou de signaler qu'il y a un contrôle de flic un peu plus loin sur l'autoroute. Donc, est-ce que c'est ça quand même la posture du citoyen? Donc, on voit bien dans cette stratégie, et c'est aussi celle d'Uber, qui a annoncé il y a une quinzaine de jours qu'il ouvrait une partie de ses données et qu'il livrait au public. Donc il y a une aspiration à la légitimité d'un service urbain qui se voudrait public par un acteur privé. C'est une base nécessaire de l'extension du logiciel que Google tisse patiemment. Avec sa base Flow, il a monté une base qui se veut le logiciel de la ville et qui entend absorber l'ensemble des trafics, des flux de la ville, comme son nom Flow l'indique. Donc une concertation s'impose avec ces acteurs, c'est évident. Qu'ils fassent passer par leur fourche codine, l'est un peu moins.
il y a des alternatives à Waze. C'est intéressant de voir par exemple ce qui se passe à Montréal. Montréal, comme toutes les villes, a besoin de comprendre, d'analyser, de monitorer les trafics de sa ville. Il travaille déjà avec Waze, avec Uber, dont il a négocié la nécessaire restitution de cette information. Mais il a considéré que c'était insuffisant. Et Waze a créé sa propre application et il demande là aux citoyens, voyageurs, citadins de la ville, de la charger sur leur propre smartphone, de sorte à tracer leur parcours, mais pour aussi lui poser des questions. Pourquoi est-ce que tu utilises ta bagnole pour emmener tes enfants à l'école ? Est-ce que... Bon, et toute une série de questions comme ça, qui, quelque part, sont des civic tech, ce sont des outils qui vont permettre aussi à la fois de comprendre l'attitude et les comportements des citoyens, mais aussi de le responsabiliser. Donc, il n'y a pas une réponse unique à ces questions, malgré la pertinence et la puissance et le design de Waze. Je vais terminer parce que je pense qu'on est au bout du temps. Nous devons, et ce sera ma conclusion, nous extraire du piège entre les bénéfices immédiats d'une facilitation urbaine gratuite de surcroît et d'autre part la maîtrise de la ville que nous voulons. Il est clair qu'on tombe tous dans ce piège parce que c'est tellement facile d'avoir une livraison le lendemain matin de la commande qu'on vient de faire et finalement on ne perçoit pas les enjeux derrière de milliards de transactions à l'identique qui confèrent de fait une puissance absolument considérable à ces empires. Il existe des alternatives, comment peut-on les réfléchir ? La place que nous entendons donner au numérique ne viendra qu'une fois que nous aurons répondu à la question de l'intérêt général et que nous aurons réinstallé son condiment absolument incontournable qui est la confiance. Au fil du temps, un consensus se dégage que le déterminisme du numérique n'est pas l'idéal d'une nouvelle fabrique de la ville. Cela ne signifie pas qu'il faille rejeter le numérique, bien au contraire. Il faut le dominer pour servir cet intérêt général. Il s'agit pour cela de savoir dans quels termes nous entendons poser le débat. Et je pense qu'il revient à votre génération, vous étudiants, qui êtes saisis de la Smart City, de clarifier ces questions. Je vous remercie. Et je suis prêt à écouter vos questions. Merci pour votre présentation. Déjà, elle fait bien écho aux différents thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, la question des acteurs, des échelles, des représentations qu'on se fait de la Smart City, mais aussi la grande question des données et la peur qu'on peut en avoir, mais aussi cette peur de qui a le pouvoir dans la Smart City, les grandes entreprises, les élus. Est-ce que les citoyens, les habitants, les usagers, peu importe comment on les appelle, peuvent être acteurs de ce système, mais aussi le caractère fuyant de la Smart City. La multiplicité de questions qui se posent autour de ce thème et surtout l'impossibilité d'y répondre au final maintenant. Et je parle au nom des EAPT bien sûr, mais l'importance de la prospective et de l'évaluation dans ces systèmes. Je me tourne vers le public maintenant, si jamais vous avez des questions, des remarques à faire, une intervention, un truc à raconter. Il nous reste 4-5 minutes, donc si voilà, vous avez envie d'échanger avec Bruno Mersloff, c'est le moment. Bon, on va essayer de la faire courte parce que c'est une question qui pourrait évidemment nous emmener jusqu'à la fin de la journée. En fait, l'acteur public est très très interpellé pour une raison fondamentale, c'est que l'acteur public a toujours considéré que ce qui se passait dans l'espace public relevait de sa décision, de son organisation, qu'on était dans une construction descendante où pendant un siècle et demi, l'État a fabriqué des infrastructures, a géré ces infrastructures en sachant ce qui était bon pour les usagers
usagers, à fabriquer du service public, et ceci dans une vision très très descendante et dans une vision patrimoniale, puisque ces infrastructures étaient des biens publics gérés par l'acteur public, etc. Et le réflexe, dans un premier temps, chez certains de ces acteurs, a été de se dire la data, il faut la gérer à l'identique. La data, c'est un bien public, il faut la gérer comme un bien public et l'administrer comme un bien public. Sauf que ça ne se passe pas du tout de la même façon. Et que, en fait, du coup, ça pose la question que vous posez, comment intervenir au niveau du régalien. Et c'est peut-être là, et il faut saluer là les travaux des équipes françaises sur ces sujets-là, bien évidemment ceux d'Axel Lemaire, mais aussi des Henri Verdier, des Talab, de Benoît Thielin, de toute l'équipe du Sinom, et puis des tas de gens qui, dans les villes, travaillent sur ces sujets-là, et Rennes, au premier chef, a lancé des débats sur ces questions très tôt, de l'open data, etc. Donc c'est vraiment un travail éminemment collectif. Et ce qui résulte de cette question collective, c'est du coup, il revient à l'acteur régalien de fixer ce que devraient être les règles. Mais pour fixer les règles, il faut savoir où on va. Et pour savoir où on va, il faut aussi se figurer quelle va être la puissance de cette data. Dans un premier temps, ça a été le stade de l'émerveillement. Et il est né ici à Rennes avec l'open data, puisque c'est ici qu'on a fait la découverte qu'il y avait là quelque chose d'assez extraordinaire, avec des promesses qui s'avéraient mirifiques d'ouvrir vers des possibilités multiples. Alors, on a été un petit peu déçus du voyage, mais en même temps, c'était sans doute le passage obligé, notre purgatoire, pour atteindre un autre stade. Et puis aujourd'hui, en fait, on est passé de l'open data au big data. Et le big data, là, c'est infiniment plus compliqué parce que c'est pas les données de mobilité de la ville, c'est pas les données de votre opérateur de transport, ni même celles de l'ensemble des données des acteurs qui participent de l'organisation de transport de la ville, ni même celles de l'ensemble de l'agglomération, ni même celles d'un territoire élargi au département ou à la région. En fait, c'est le système des données et du croisement des données. C'est bien ça le travail que fait aujourd'hui un Google. Google a une approche qui est véritablement systémique de la donnée. Il le fait avec quelles règles ? Les règles, en fait, il les invente au fur et à mesure qu'il avance. Et puis, à un certain moment, de facto, ces règles, elles devraient s'imposer à l'acteur public. Ce que entreprennent aujourd'hui les acteurs publics du côté du ministère et des autres instances que j'ai évoquées, c'est d'essayer d'identifier là où sont les enjeux et là où il faudrait contraindre le système à rendre d'une certaine manière au public ce qui procède des publics. Je m'explique. Nous sommes les publics, c'est-à-dire que nous sommes les publics auxquels s'adressent Waze, Airbnb, Uber, etc. C'est eux qui recueillent nos données. Pour l'instant, ça n'en fait pas des données publiques, puisque dès lors qu'eux s'en saisissent et après ça les remoulinent, ça devient des données privées. Comment faire en sorte que ces données puissent être restituées au public ? Et c'est ça la question qu'il faut poser, et c'est là où moi j'ai la conviction, avec d'autres, qu'il faut poser le débat, et c'est là où il faut s'orienter, et c'est un petit peu le sens qu'a donné Axel Lemaire, même si elle n'a pas pu pousser l'exercice aussi loin qu'elle l'entendait. Ceci dit, il faut entendre aussi autre chose, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par la case Axel Lemaire pour résoudre ces questions. On peut parfaitement réfléchir une communauté à l'échelle d'un bâtiment, on peut le réfléchir à l'échelle d'un quartier, on peut le réfléchir à l'échelle d'une ville, on peut le réfléchir à l'échelle d'une agglomération. C'est aussi un petit peu ce que fait Rennes Métropole aujourd'hui, de réfléchir la data à cette échelle-là. Et on peut parfaitement décider que la donnée en bien commun, elle se décide à cette échelle-là. Voilà ma réponse pour le régalien. Alors,
pour les autres questions dangereuses qui étaient derrière votre question. Bon, ça appelle un autre débat, mais on va peut-être laisser d'autres questions apparaître parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Peut-être une dernière question pour qu'on puisse après passer aux ateliers. Bonjour, je ne suis pas très à l'aise en public non plus pour poser mes questions. L'une des dernières phrases que vous venez de dire, rendre au public ce qui appartient au public, donc c'est un enjeu très important. Et en fait, tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, ça m'évoque un peu comment faire surgir une question qui concerne tous les citoyens, en fait. Donc l'analogie est peut-être pas très heureuse, mais ça me rappelle un peu des phrases qui font prendre conscience aux gens des enjeux qu'on ne perçoit pas. Et notamment, ça me fait penser à José Bové qui disait « La marchandisation du monde, est-ce qu'on doit laisser... tout est une marchandise ». Donc à l'époque, on parlait de la vie, de la nature, pourquoi pas de l'air, à un moment donné, qu'on pourrait payer. Donc là, la question est que c'est largement gratuit pour les citoyens. On ne se rend pas compte des enjeux financiers qui sont derrière, mais surtout des enjeux de pouvoir. Donc le débat de l'époque de José Bové, qui n'est quand même pas le même, a quand même interpellé les citoyens dans leur grand nombre. Et aujourd'hui, je pense que la donnée, on n'en est pas là, à cette interpellation du grand nombre. Alors que les objets connectés sont à notre porte, vont arriver, et à ce moment-là, la donnée aura un statut qui sera beaucoup plus difficile à changer une fois que la donnée sera absolument captée. Donc j'ai l'impression que il y a beaucoup d'enjeux, mais finalement, quelle est la question qui va pouvoir interpeller le public ? Je vais juste vous demander de faire très court. Je suis tout à fait d'accord, et l'analogie est parfaitement heureuse. Il y a en effet, à l'évidence, une interpellation, une injonction à ce que nous saisissions de la question. Il y a en effet une marchandisation de nos données, et les termes sont repris tels par un auteur comme Evgeny Morozov et bien d'autres, et j'y souscris totalement. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit en alerte. Et puis peut-être pour terminer, appelez-en à vos petits camarades de l'école du design, Design Friction, ou ne serait-ce que télécharger, ils ont fait un jeu assez rigolo qui est accessible sur leur site, qui permet en fait d'interroger les failles de la ville, et vous verrez que vous y apprendrez beaucoup, mais n'hésitez pas à faire appel à eux pour animer ça, parce que je pense que vous gagnerez